quels sont les rythmes scolaires actuels? Depuis la mise en place de la semaine de 4 jours, en septembre 2008, les écoliers français, M. le maire le disait, ont le nombre de jours d'école le plus faible des 34 pays de l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique qui regroupe 34 pays, 34 démocraties d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique latine et du Pacifique. Et cette organisation traite des grands sujets de société, comme par exemple l'éducation. Donc 140 jours d'école contre 187 en moyenne dans ces pays de l'OCDE. Selon les spécialistes des rythmes de l'enfant, cette extrême concentration est inadaptée et néfaste aux apprentissages et les sources de fatigue et de difficultés scolaires. Quels sont donc les rythmes scolaires actuels? Une journée scolaire longue, puisque 6 heures d'enseignement par jour, une semaine scolaire également resserrée, 4 jours de classe, ça c'est en vigueur uniquement dans le primaire français, une année scolaire déséquilibrée avec 144 jours de classe, à titre d'exemple en Espagne 175 jours de classe, en Belgique 180, en Allemagne une moyenne de 198, parce que bon, l'Allemagne est un pays fédéral et ce sont les Länder qui déterminent le nombre de jours de classe. Et par rapport à ça, 864 heures d'enseignement, contre 774 à 821 de moyenne dans les pays de l'OCDE en fonction de l'âge. Autre caractéristique, 9 semaines de congénité, qui est une des durées les plus longues de tous ces pays. On en vient à l'étude internationale PIRLS 2011. Alors, cette étude vise à mesurer tous les 5 ans les performances en lecture des élèves à la fin de leur 4e année de scolarité obligatoire. En France, c'était CE1, CE2, CM1, année au CM1. La 4e année de scolarité obligatoire, c'est le CM1. Quelle que soit la matière enseignée, la lecture est essentielle à la réussite à l'école. Effectivement, si vous avez un problème de maths et que vous avez du mal à comprendre l'énoncé, l'élève ne sera pas bon en maths. Pareil en histoire, une leçon d'histoire, il faut bien maîtriser la lecture pour la comprendre. Donc la lecture joue aussi un rôle important dans l'épanouissement des élèves et permet d'augmenter leur capacité de réflexion et de créativité. Dans cette étude, la France, avec un score de 520 points, est au-dessus de la moyenne internationale, qui est de 500 points, mais en deçà de la moyenne européenne, 534 points. La page suivante présente donc le classement de cette étude. Alors, la France est 5e en Europe, du bas, 4e du bas, avec donc 534 points. On est bien loin derrière des pays comme la Finlande, l'Irlande du Nord, le Danemark, l'Angleterre par exemple, et devant juste Malte, la Roumanie, la Belgique et l'Espagne. Alors, comparé aux résultats obtenus lors de PIRLS 2001 et PIRLS 2006, c'est une étude qui a lieu tous les 5 ans, bien qu'en légère baisse, les performances globales de la France sont statistiquement stables. Par contre, sur la période de 10 ans, donc 2001-2011, on observe une baisse significative des performances sur la compréhension des textes informatifs, moins 13 points. De même que sur les compétences les plus complexes, moins 11 points. Par ailleurs, les élèves français sont toujours les plus nombreux à s'abstenir de répondre lorsque les réponses doivent être rédigées. Ils sont aussi les plus nombreux à ne pas terminer les épreuves. La réforme, les objectifs et les moyens. Alors quel est l'objectif principal de cette réforme? En fait, c'est favoriser la réussite éducative. Je dirais presque favoriser la réussite éducative. Avec des moyens, comme par exemple alléger le temps d'apprentissage quotidien grâce à une nouvelle organisation du temps de l'enfant. Donc repenser la journée de l'enfant. Le temps scolaire occupe un quart du temps d'une journée d'un enfant et seulement 10% d'une année. Donc si on repense la journée scolaire, il faut également penser la journée de l'enfant dans sa globalité. Celle-ci doit s'articuler autour des temps éducatifs scolaires, périscolaires, restauration scolaire, les activités culturelles et sportives, les devoirs à la maison. Tous ces temps s'imbriquent les uns dans les autres. Alors, autre moyen pour favoriser l'ouverture aux activités culturelles, artistiques et sportives,
et ainsi contribuer donc à développer la curiosité intellectuelle des enfants et renforcer leur plaisir d'apprendre et d'être à l'école. Quelle organisation scolaire avons-nous actuellement? 24 heures d'enseignement réparties sur 9 demi-journées. Ça, c'est ce que la réforme préconise. 24 heures d'enseignement, ça ne change pas, mais c'est la répartition sur 9 demi-journées qui change. Concernant les jours complets, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, il faut prévoir 5h30 d'enseignement maximum, et pour la demi-journée supplémentaire, donc le mercredi ou le samedi sur dérogation, 3h30 d'enseignement maximum. La pause méridienne ne doit pas excéder, elle doit être au minimum d'1h30. C'est ce qui existe actuellement sur Thionville, puisqu'on est entre 1h30 et 2 heures de pause méridienne dans les écoles de la ville. Les élèves pourront bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires. C'est ce qui remplacera l'aide personnalisée, encadrée par les enseignants en groupe restreint. Alors, la fin du temps scolaire, les horaires sont à déterminer dans le projet qui devra être bâti, mais l'accueil, en principe, devra aller jusqu'à 16h30. Et c'est là donc que les activités périscolaires complémentaires, organisées par la ville, devront être mises en place. Alors, la réforme, la nouvelle organisation scolaire, on en viendra à une année scolaire de 180 jours de classe, qui revient dans la moyenne de l'OCDE, 36 semaines de cours et 864 heures d'enseignement. Ça ne bouge pas par rapport à ce qui existe actuellement. On en vient à la mise en œuvre de cette réforme, donc dans le cadre d'une concertation qui a déjà démarré, avec l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation, donc l'éducation nationale, les familles, les associations, les personnels municipaux, la CAF, etc. Et cette concertation permettant de dresser un état des lieux des fonctionnements existants, d'établir un diagnostic, de déterminer une organisation favorisant la continuité éducative et l'ouverture aux activités artistiques, culturelles, physiques et sportives, dans l'intérêt de l'enfant et le respect des familles. Alors, la mise en œuvre, cette démarche permettra de construire ensemble ce qu'il est convenu d'appeler le projet éducatif territorial, qui relève donc de l'initiative de la collectivité, qui associera tous les acteurs de l'éducation pour créer des synergies, qui devra reposer sur un diagnostic partagé, qui devra rechercher la continuité éducative entre les projets d'école, les projets pédagogiques des accueils périscolaires, les activités sportives, culturelles et de loisirs des enfants. Il devra également assurer la complémentarité avec des dispositifs existants comme le CEJ, contrat enfants-jeunesse que la ville a formalisé avec la CAF, les classes, les contrats d'accompagnement à la scolarité, ou encore le CUCS, le contrat urbain de cohésion sociale. Et enfin, donc, le projet territorial formalisera l'engagement des différents acteurs de la réforme. Voilà, la présentation est terminée. Merci, M. Chicajoy, ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais ça permet de fixer le cadre de notre discussion.